Je suis une artiste établie à Montréal et j'ai fait une maîtrise en art visuel, en profil création. J'ai terminé en 2010. Et voilà, donc j'ai principalement exposé mon travail au Canada, dans les centres d'artistes, mais j'ai eu la chance de faire quelques résidences à l'étranger, dont en France, en Écosse, en Asie aussi, à Shanghai, à Taipei, et dans le cadre de projets de collaboration. Donc voilà, ça ressemble un peu, mon parcours ressemble un peu à ça, et me voilà à la Chambre Blanche. Bon, j'ai fait des études, globalement art plastique, quoi, art visuel et philosophie. Moi, au départ, je viens vraiment de la peinture classique. Et disons que j'ai jamais eu de doute sur ma vocation. C'est-à-dire que depuis l'âge de, je sais pas, 6-7 ans, je sais que je veux faire de l'art. Donc je ne me suis pas cherché en fin de compte. Après, dans le parcours, je dirais c'est plutôt des rencontres avec des gens morts, globalement. Ou des gens que je ne connaissais pas. Je pense que mes premières émotions esthétiques, c'est l'art égyptien. Donc c'est ça mon parcours, c'est l'art égyptien, au Louvre, le scribe accroupi, la sculpture. Ensuite, on m'offre un grand catalogue de Max Ernst. Donc quand j'ai 8-9 ans, je passe mes soirées à regarder les tableaux de Max Ernst qui me fascinent, les collages, etc. Ensuite, il y a d'autres rencontres. Il y a Jean-François Lyotard, plutôt du côté de la philosophie, des artistes comme Paul Tech, comme d'autres, quoi. Donc le parcours, c'est surtout des rencontres avec des gens, avec des livres, avec des images. C'est aussi des rencontres avec des gens physiques comme Jean-François Lyotard ou Frank Popper ou des gens comme ça que j'ai croisés réellement. J'ai eu la chance de croiser pas mal de gens assez jeunes, en fin de compte, qui m'ont un peu pris sous leur protection, finalement. Et après, le parcours artistique, bah, c'est plein de projets depuis, je sais pas, depuis longtemps, quoi. C'est plein de projets sur Internet, dans des espaces d'exposition, etc. Et donc, moi, j'ai pas vraiment de cadre, en fait. J'ai pas vraiment de médium dédié. Je pourrais pas dire, voilà, je suis spécialiste de telle ou telle chose. C'est pas tellement ça qui m'intéresse. C'est sans aucun doute autre chose. Moi, je suis plutôt une artiste multidisciplinaire, donc je travaille plutôt l'installation. Après ça, c'est des installations composites, donc généralement, il y a des sculptures, principalement sculptures, mais aussi il peut y avoir de la vidéo, du son, dessin, c'est plus rare, mais je travaille un peu le dessin de temps en temps, ou des images imprimées aussi, bien que je sois plus, j'aime plus travailler la sculpture, les formes, les objets. Puis, mon travail, en fait, ma démarche, c'est plutôt sur 3 axes de recherche qui, de projet en projet, reviennent. Ou, en fait, c'est ça, c'est pas une seule chose. Je travaille plutôt sur, comme en début de carrière, je me suis plutôt intéressée à la question de la valeur et de la surveillance, comme par exemple tous les systèmes de surveillance qu'il y a dans les musées, les caméras de surveillance qui protègent les œuvres et les gardiens de sécurité. En tout cas, tout le dispositif, en fait, qui donne une valeur aux œuvres, juste dans la façon dont les œuvres sont présentées. Je me suis intéressée aussi à la question de l'alarme sonore. Donc, je fais entre autres une base de données de musique, en fait, de pièces sonores où il y a des alarmes. Puis ensuite, en fait, je m'intéresse aussi à la question de l'économie et des affects. Donc, un peu la question du désir, de la consommation, comment on fait même le système économique qu'on croit très rationnel, en fait, il est vraiment fait à partir de sentiments, d'affects, donc de désir de pouvoir, des choses comme ça. Donc, ça, c'est un autre truc sur lequel j'ai travaillé en faisant, par exemple, un projet d'une compagnie fictive qui s'appelait Mimesis Trinity, où je m'intéressais finalement aux structures autoréférentielles dans la finance. Puis ensuite, en fait, le dernier volet de mon travail, c'est plutôt la question des ruines et de l'obsolescence. Donc, c'était ici même à Québec que j'avais commencé une première recherche là-dessus, tout simplement parce que je trouvais les ruines, comme par exemple de Pompéi ou les ruines antiques, vraiment belles. Et donc, ça a un peu commencé juste par finalement quelque chose qu'on trouve beau.
Puis j'avais fait en fait au lieu à Québec une exposition qui s'appelait Archéologie mondialisée, où j'avais altéré, vieilli artificiellement des objets contemporains, style achetés au Dollarama, donc des objets très bas de gamme, un peu dans la perspective où aujourd'hui dans le monde, il se vend pas mal, on peut retrouver à peu près les mêmes objets partout maintenant, que ce soit je sais pas trop, là, des objets, tandis que dans le passé, chaque pays ou chaque lieu avait des objets spécifiques, mais maintenant, il y a dans une mondialisation, on a les mêmes objets partout. Donc, c'était une réflexion un peu d'une archéologie future où on retrouverait les objets qu'on produit aujourd'hui et qui prendraient une valeur du fait de leur disparition, alors qu'à l'époque où ils ont été créés, ben, c'était des objets complètement bas de gamme, de basse qualité et qui finissent très rapidement dans les décharges. Donc voilà, donc ça a été la première recherche que j'ai faite sur la question un peu de l'archéologie future et des ruines, finalement, avec une esthétique des ruines. Puis ça a amené, en fait, à d'autres collaborations, non avec Grégory Chatonsky, où en Asie, finalement, on a fait un premier projet de collaboration ensemble, où on avait fait un site archéologique avec des objets contemporains, principalement des pièces informatiques, des ordinateurs, des claviers, des choses comme ça, mais aussi des pièces automobiles. Donc, tous les deux, on a entrepris des collaborations allant dans avec ce type de problématique-là. C'est difficile de répondre à ça. Parce qu'en général, un artiste dit voilà, moi j'ai ce thème, je travaille sur ça, et puis il fait une synthèse. Moi, sincèrement, je ne sais pas très bien sur quoi je travaille. Ce que j'essaye de faire, en essayant à chaque fois de changer, j'essaye justement d'abord de ne pas avoir de trucs spécifiques. Et ce que j'essaye, c'est de parler de ce qui nous arrive. À mes yeux, en tout cas. Je ne peux pas parler de tout, mais de ce qui nous arrive. Et ce qui nous arrive, à mon avis, à mes yeux en tout cas, au moment présent, mais peut-être que dans 10 ans, je dirai autre chose et que ça changera, parce que l'époque aura changé. C'est quelque chose qui est un lieu très étrange de rencontre entre ce qu'il y a de plus intime en nous, de plus dans notre existence. Alors quand je dis de plus intime, c'est-à-dire, c'est pas nécessairement notre histoire personnelle, c'est quand on marche, quand on est chez soi et qu'on a un petit frisson, et qu'il se passe quelque chose d'étrange. On ne sait pas très bien ce que c'est, on glisse dessus. Donc c'est cette intimité très très forte, et puis ce qui peut apparaître comme étant opposé à cette intimité qui sont les machines. Les portes, les fenêtres, les murs, les ordinateurs, le canapé, le fait de se faire à manger, bon, tout ce qui nous entoure et qui fait corps avec nous. Et moi, ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est le rapport entre les deux. Parce que ce rapport, il est assez mystérieux. Il est en même temps mystérieux, on ne le comprend pas très bien, moi en tout cas je ne le comprends pas très bien, mais en même temps on le vit chacun d'entre nous de manière extrêmement forte. Donc c'est comme si ce qui était le plus proche de nous était ce qui était le plus incompréhensible. Donc moi, c'est cette zone grise entre l'être humain et la technique qui m'intéresse, et ça peut prendre plein de formes différentes. Ça touche à la technique, ça touche et bien sûr au capitalisme, à l'économie, ça touche à ce qui est en train de devenir la politique, etc., etc. Ça prend plein de formes. Donc moi, je ne pourrais pas dire, voilà, je travaille sur ça, c'est mon sujet, laissez-moi avec mon thème, c'est à moi. J'ai de la curiosité pour ce qui m'entoure, donc ça évolue au cours du temps, mais si je cherche effectivement ce qui au fil du temps m'a vraiment intéressé, c'est ça. Et ça, moi j'appelle ça les flux. Parce que les flux, ça correspond à des trucs assez organiques, les flux du corps, quoi. Ça correspond aussi à des phénomènes naturels, comme la pluie, une rivière. Ça correspond aussi aux flux technologiques liés à Internet. Donc on a un mot qui semble désigner des choses très différentes, mais qui sont liées par une affinité secrète que moi, j'essaye d'explorer pas tant intellectuellement qu'au niveau de la perception. Oui, c'est ça. Donc, c'est une résidence de collaboration que j'ai fait avec Grégory Chatonsky. Et donc, en fait, un peu en continuité avec d'autres collaborations qu'on avait fait où on était parti un peu de l'idée d'une archéologie future.
donc de retrouver des milliers d'années plus tard des objets qui sont produits aujourd'hui. Mais donc, dans d'autres collaborations, ça avait pris la forme d'objets concrets, si tu veux, donc de pièces automobiles, d'ordinateurs. Donc, c'est des objets qui potentiellement on pourrait retrouver. Mais quand on parle de mémoire informatique, donc de données qui sont sur des disques durs, là, ça devient plus complexe, en fait. Ça devient plus... est-ce qu'il serait même possible, finalement, qu'on retrouve ces objets-là, ces objets-là, plutôt ces données-là, un jour. Donc, en fait, c'était un peu le point de départ du projet. Donc, de se poser la question de l'archive numérique et de comment on pourra retrouver ces données-là dans un futur éloigné. Et le projet, on s'intéressait, après ça, le projet est devenu plus pointu, puis on s'intéressait en fait aux fermes de serveurs, donc ces endroits où on retrouve des milliers de serveurs qui contiennent les données d'Internet, finalement, qu'on utilise à tous les jours. Et en imaginant, en fait, la ferme de serveurs de Google, et en essayant un peu de travailler à partir de l'idée de cette ferme de serveurs-là. Donc, c'est un peu le scénario du projet. Puis, c'est comme à partir de ça qu'on a travaillé en finalement recréant un peu l'architecture de ces lieux-là, d'une part. Donc, en recréant des racks de serveurs, c'est des espèces de meubles au fond où sont rangés tout en série les serveurs. Et moi, ayant plus une approche avec les formes puis la sculpture, j'ai repéré sur Internet un certain type de modèle de rack de serveur que je trouvais assez beau, en fait, qui faisait assez sculptural. Donc, je l'ai reproduit. Il y en avait que 3 dans l'expo, qu'on en a fait que 3 au cours de la résidence. C'était pas non plus de faire un truc là, comme une forêt de serveurs non plus, là. Mais, donc, ça a été de jouer un peu avec ces paramètres-là. Et voilà. Alors, moi, quand je fais un projet, j'ai pas tellement d'intention. C'est-à-dire, je me dis pas, voilà, j'ai une idée et ensuite je vais la réaliser. Parce que si je ferais autre chose que de l'art si je faisais ça. Donc moi, la manière dont je fonctionne, c'est que je me réveille un jour et j'ai une envie. Et je ne sais pas très bien ce que c'est assez intuitif. En général, c'est un peu une histoire, c'est comme une espèce de fiction, assez floue. Et ensuite, non pas je la réalise, mais ensuite je suis dans un endroit, ça peut être mon atelier, ça peut être la chambre blanche, et j'expérimente autour de ça. Et je fais les choses, de manière comme une machine en fin de compte. Je réfléchis pas beaucoup. En contre, je réfléchis beaucoup en amont, en lisant des livres, en écrivant des textes, etc. Mais je ne réfléchis pas tellement sur les projets. Et quand je suis en phase de produire les projets, je ne réfléchis pas, je suis un peu sur ma machine ou mes machines de manière très mécanique en fin de compte. Donc je fais les choses. Et je travaille, je ne sais pas, 12, 13, 14 heures par jour. Et voilà, je fais un peu bêtement finalement. Et à ce moment-là, il se passe des choses en général. Donc le projet de départ, Dominique en a parlé, c'est on travaille tous les deux sur les phénomènes d'extinction, c'est-à-dire qu'on se dit que l'être humain doit apprendre à mourir en tant qu'individu. C'est notre tâche à chacun d'entre nous, c'est très dur d'accepter ça, d'accepter d'abord notre mort, ensuite la mort d'autrui, des gens qu'on aime. Et puis un troisième niveau, c'est d'accepter l'extinction de l'espèce humaine, c'est-à-dire la disparition pure et simple de l'espèce humaine. Le quatrième niveau, c'est d'accepter l'extinction des espèces vivantes, de toute vie sur Terre. Dans cette acceptation, il y a quelque chose qui se passe qui est une espèce de décentrement qui fait qu'on peut à partir de là considérer le monde qui nous environne, non pas seulement du point de vue humain ou vivant, mais du point de vue d'une matière assez anonyme, assez générale, et se décentrer. Donc on travaille un peu sur ces questions-là, et l'une des manières d'aborder ce sujet de manière sensible, c'est de se dire, bon voilà, on va se projeter, on va faire une spéculation, c'est une fiction, hein, et on va se projeter dans l'avenir, à quelques milliers d'années. On a disparu, on n'est plus là, plus rien n'existe. Et quelque chose d'autre, on ne sait pas ce que c'est un extraterrestre, c'est une machine, peu importe. Mais quelque chose d'autre qui est incomparable à l'être humain va avoir accès à ce que nous avons produit, c'est-à-dire nos traces fossiles et notre archéologie. Et va essayer à partir de ces choses-là qu'on produit,
parce que nous ne savons pas très bien ce qu'est l'être humain, mais nous savons qu'il produit des milliards en quantité absolument inimaginable d'objets, bah, cette chose va essayer de déduire ce que nous avons été. Et il est possible que si on imagine ça, parce qu'on imagine ça, si on se met dans cette posture-là, ce que on va imaginer de cette histoire nous apprenne beaucoup sur nous-mêmes. Que pour comprendre ce que nous sommes, peut-être qu'il faut nous décentrer et penser nos disparitions, penser quelque chose qui envisagerait ce que nous avons été sans nous connaître, et ainsi de suite. Et on comprendrait mieux qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui, puisqu'on est tous conscients qu'il y a quelque chose, il y a une crise, il y a quelque chose qui arrive à notre époque, de manière confuse, on le sent. Donc le projet de départ, il est vraiment ça, et on estime, moi j'estime parce que ça fait des années que je travaille dessus, que l'une des traces archéologiques fondamentales de l'humanité, c'est Internet. C'est les disques durs. C'est ces milliards d'informations qui sont enregistrées sur des disques durs, qui mêlent des choses totalement anecdotiques, les comptes bancaires, des transferts de données, mais aussi des choses intimes, des lettres d'amour, de séparation, de rencontres, de sexe, tout ce qu'on veut, plein de mélanges. Et que pour la première fois de l'histoire, nous avons une quantité d'archives inimaginable. Avant l'histoire des scientifiques, des hommes politiques, des artistes, c'était par défaut, il y avait très peu d'archives. Là, on peut s'interroger dans 100 ans, comment les historiens vont traiter notre époque. Parce que la mémoire de ceux qui habituellement étaient oubliés, bah, aujourd'hui, cette mémoire existe, elle est inscrite automatiquement par les machines. Et donc, le projet de départ, c'est ça, c'est de se dire, voilà, nous avons disparu et il ne reste qu'une ferme de serveurs, de Google, par exemple. Et on va essayer de s'imaginer accéder à toutes ces informations, mais d'une manière un peu inhumaine, étrangère, à nous-mêmes. Je est un autre, donc d'être un peu décalé nous-mêmes. Donc voilà, donc ça c'est le projet de départ. Après, à la Chambre Blanche, ben, on a fait des choses. On a fait des choses, et bah, la mise en place des choses modifie totalement toujours, parce que c'est un ajustement assez subtil finalement, modifie, bah, ça devient réel. C'est pas seulement l'idée qu'on a et qu'on réalise, c'est que quelque chose d'autre devient réel dans le monde. Et est-ce que. Alors donc ça n'a pas modifié des choses, ça l'a réalisé. Ça n'a pas modifié l'intention de départ. Moi, je n'ai pas vraiment d'intention. Ça a réalisé quelque chose. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est un prototype. C'est-à-dire, de commencer à faire émerger quelque chose qui n'est pas les objets, ce n'est pas les images, c'est une atmosphère. Moi, ce qui m'intéresse au-delà des objets, des sculptures, ce qu'on appelle les œuvres d'art, c'est d'essayer de laisser émerger une atmosphère un peu incertaine, par l'éclairage, par l'assemblage d'éléments qui ne vont pas ensemble. Et cette atmosphère incertaine, assez difficilement quantifiable, c'est ça peut-être qui va toucher certaines personnes. Pas d'autres, mais certaines personnes, qui va leur faire ressentir des choses et donc penser autrement ce qui sont eux. Voilà. Donc nous, ça nous a permis d'expérimenter un peu cette rencontre-là. Oui, c'est ça. Ben, ouais, quand on est en résidence, on essaye des choses, bien évidemment. Donc, pour ma part, en fait, il y avait la question des meubles, là, des racks de serveurs que dans un premier temps, j'ai fabriqués. Et ensuite, c'était de mettre un peu de travailler dans l'idée de fossiles, parce qu'au cours des projets, on a un peu articulé l'idée un peu du passé ou de l'archéologie juste par en fait des formes minérales, des masses minérales qui viennent un peu articuler cette idée-là, parfois avec des fossiles et d'autres fois même sans fossiles, comme par exemple là, il n'y avait pas de fossiles vraiment matériels. Et donc, ensuite, j'ai plutôt créé des formes sculpturales de ces masses minérales-là qui venaient s'associer au rack de serveurs. Donc, l'association entre les deux était plutôt intéressante. Et d'autres masses étaient comme un peu plus isolées ou avec des pièces d'ordinateur, par exemple. Donc, je pense que ça pouvait amener un peu à cette idée-là, mais en ne l'illustrant pas, en fin de compte. Puis ensuite, Grégory avait fait des films, des vidéos, à partir d'archives de YouTube, d'Internet, donc un paquet de types de vidéos qu'il a récupérées. Et ça, c'était comme un troisième élément, en fait, qui venait s'associer aux masses sculpturales, à l'idée des racks de serveurs, et qui, après ça, nous amenait plutôt
à l'idée de récupération de données, un peu comme si des extraterrestres arrivaient et ils retrouveraient, ils auraient accès à cette mémoire-là, à ces archives-là, dont c'est assez incertain finalement si on sera capable, c'est dans un futur éloigné, ils seraient capables, peut-être tous nos données seraient perdues, et donc on en resterait finalement juste aux traces matérielles de notre civilisation et toute la question de la mémoire et des données serait absente. Et donc c'est ça, ça se voulait un peu comme des petits écrans, en fait, devenaient des espèces de plateformes d'où était extraite, où était plutôt diffusée cette mémoire-là, cette archive-là numérique. En fait, c'est ça, c'est que cette première résidence-là, en fait, là, on est rendu à, disons, on a fait quelques collaborations ensemble et on est rendu à une certaine phase, disons, où on rentre plus dans la question de l'archive numérique. Et donc, on compte retravailler le projet. Il y aura d'autres phases, dont à Bruxelles, par exemple. On est supposé faire une résidence là-bas, résidence exposition. Et donc, c'est une première phase, si on peut dire, de travailler avec tous ces éléments-là ensemble. Et oui, non, plus tu travailles sur quelque chose, en fait, plus ça te donne des idées, en fin de compte, et plus tu as l'impression de ne pas avoir visé tout à fait encore ce que tu pourrais extraire comme articulation de cette recherche-là. Donc, oui, non, à part le côté technique, ben, finalement, on mène deux choses. On mène une recherche qui est plus aussi vraiment purement formelle, mais aussi comment s'articule avec un niveau plus thématique ou avec les réflexions, avec les idées du projet. Puis c'est toujours un peu l'écart qui est entre les deux. Est-ce que là, on est devenu trop abstrait? Qu'est-ce que les gens est-ce qu'ils vont comprendre? Qu'est-ce qu'ils vont en extraire de tout ça? Et après ça, oui, il y a le côté aussi technique. Et c'est pas très intéressant pour les gens, là, le côté technique, mais pour nous, on a eu l'impression tout de même qu'il s'était passé aussi quelque chose à ce point de vue-là. Juste comme moi, je travaille avec le polystyrène, par exemple, donc on s'est acheté des outils pour mieux le couper. On a trouvé des façons de créer une patine de roche comme plus convaincante, plus solide. Donc ça, c'est aussi des avancées qui sont importantes, même si c'est plus banal peut-être. Autour de cette colonne vertébrale, il s'est passé des choses annexes, qui sont aussi tout à fait fondamentales, mais qui ne concernent pas directement le projet, et qui sont un peu comme des graines qui vont pousser ensuite. D'abord, moi, pendant cette résidence, j'ai pas mal écrit. J'ai une activité d'écriture assez quotidienne, de réflexion, de choses que je ressens, et sans aucun doute, parmi les choses que j'ai écrites sur l'art, sur ce que c'est que l'exposition, sur des choses qui n'étaient pas directement liées au projet, il y a des choses qui vont ensuite mûrir et qui vont donner autre chose. Donc d'abord, la résidence, c'est un lieu de pause, de réflexion, un peu monastique finalement, il y a un côté un peu moine. On se met en retrait du monde, en plus c'est l'hiver, on est à Québec, donc on est un peu en retrait, on n'a pas affaire à toute la quotidienneté. Et donc là, il s'est passé des choses par ce temps de réflexion. Deuxième chose, je pense que le contexte qu'essaye de faire émerger la Chambre Blanche, qui est un Fab Lab artistique, finalement, avec des machines, mais aussi des gens, m'a beaucoup fait réfléchir à ce que c'est qu'un Fab Lab, ce que c'est que ces machines, qu'est-ce qu'on peut en attendre, qu'est-ce qu'on peut en espérer. Et ça a donné lieu, finalement, à un projet que je vais réaliser ensuite, qui va utiliser l'imprimante 3D, mais non pas de manière instrumentale, en disant « Ah, je vais vous faire des belles sculptures avec une imprimante 3D », mais en essayant de réellement intégrer dans l'exposition le processus de production d'une imprimante 3D. Bon. Donc, je dirais, ça a été une espèce d'incubateur, ou de hub, qui m'a permis d'avoir, alors ça peut sembler un peu cliché de dire ça, mais c'était tout de même ça, qui m'a permis de générer de nouvelles idées autour d'une colonne vertébrale principale. Bon. Après, moi, il me semble fondamental d'avoir des lieux parce que c'est trois fonctions dont les artistes ont besoin, de manière indissociable. Des lieux qui sont des lieux de résidence, qui ont des moyens de production réels, on n'arrive pas dans un espace vide, il y a des machines, et qui sont aussi des espaces d'exposition où, une fois qu'on a fait les choses, on peut les mettre en place dans l'espace, parce que les œuvres, elles ne sont pas toutes seules, elles sont dans un espace déterminé, et on peut essayer des arrangements d'objets dans l'espace.
Donc ces trois fonctions qui correspondent à une chronologie de la production, elles sont indissociablement liées. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de workflow à la Chambre Blanche qui est très simple et très facile et un contexte qui est extrêmement agréable parce que toutes ces fonctions sont emboîtées les unes aux autres à la Chambre Blanche et c'est un peu unique en son genre finalement. Et moi, la manière dont je l'ai vécu, c'est de manière extrêmement facile. C'est-à-dire, c'était juste facile de faire ce que j'avais en tête. Et je crois que dans un lieu de résidence, de production, c'est ce qu'on demande, c'est de simplifier les choses pour l'artiste. Oui, c'est ça, comme je disais, en fait, c'est ça, puis on travaille, puis ça nous donne des idées, puis oui, non, vraiment, là, maintenant, j'ai comme plus, ça se précise finalement comme comment on va travailler pour la suite des choses, en fin de compte, là, par exemple, un des éléments sur lequel moi, j'ai comme moins travaillé aussi, bon, par peut-être manque de temps, tout ça, c'est la matérialité des serveurs, finalement, parce que dans le projet, finalement, c'est comme si on avait les racks, puis là, on a des masses de roches. Là, en fait, on a travaillé aussi avec les matériaux qu'on a trouvés à la Chambre Blanche, donc des vieux ordinateurs que vous aviez, tout ça. Mais on reste plus dans l'idée du personal computer et non de rack de serveur qui est tout de même qui a un design un peu différent. Et donc, en fait, une des hypothèses qu'on avait, c'était au départ, c'était aussi de faire des séries de racks de serveurs, tu sais, comment ces formes-là se multiplient à l'intérieur de racks. Et donc, ça, j'ai moins travaillé là-dessus. Mais là, je me dis, je pourrais couper mes blocs de polystyrène aussi avec des sections comme un peu des tablettes qui deviennent des racks de serveurs. Donc, je me dis, là, maintenant, je pourrais les sculpter. Mais ça, cette idée-là, je ne l'avais pas eue avant de commencer à travailler. Puis c'est même, en fait, quand j'ai rencontré les gens pour le communiquer. Ouais, c'est ça. C'est juste, en fait, c'est étrange comment juste une discussion de groupe, en fait, comme va provoquer des visions, des idées comme ça. Donc, ouais, c'est ça. Non, mais rapidement, en fait, c'est ça. Dès qu'on commence à toucher aux matériaux, on a plein d'idées. Donc, ouais, non, ça va être vraiment pertinent pour la suite des choses à Bruxelles, à cette deuxième phase de recherche-création. Bah, j'ai déjà un peu répondu à cette question, mais je crois que les nouvelles voies, ça a été l'émergence d'un nouveau projet sur l'impression 3D, et la rencontre finalement, parce qu'on rencontre des êtres humains, mais on rencontre aussi des machines. Et moi, donc, j'ai rencontré une imprimante 3D d'un modèle particulier à la Chambre Blanche, mais une vraie rencontre, parce que ça faisait quelques années que je voulais faire un projet artistique avec l'impression 3D, et je trouve que souvent, les projets qui utilisent l'impression 3D sont un peu décevants. C'est un peu décevant parce que le potentiel est grand, mais en fin de compte, quand on voit le résultat, bon, c'est des belles sculptures au maximum, mais bon, et alors? Et alors? Et en rencontrant cette machine très particulière, parce qu'elle a un côté très organique, tout simplement, elle est ouverte sur l'extérieur, elle a une dimension presque anthropomorphique, et elle émet des bruits, un peu des couinements animal, puis elle a un côté assez organique dans son déplacement. Et ben, ça m'a donné envie de faire un projet qui est en cours de développement maintenant. Donc j'utilise aussi cette résidence pour un projet qui n'était pas du tout prévu à l'avance, en collaboration avec la Chambre Blanche, David Saintonge et d'autres personnes, qui va mettre en scène une imprimante 3D à la manière d'un animal un peu autonome qui fonctionne tout seul, en boucle, fermé, en feedback. Donc ça, c'est une nouvelle voie d'exploration. Et après, ce que je sais aussi pour faire souvent des résidences, c'est que les résidences, c'est des moments de disponibilité et de liberté, tout simplement. On est extirpé des contingences matérielles auxquelles les artistes aussi professionnels sont confrontés. Et on sort de ces contingences-là, un peu comme dans un monastère, finalement. Et on a ce temps libre-là. Et ce temps libre-là, c'est ça qui va produire ensuite des nouveaux projets. C'est-à-dire que, parce que c'est bon pour l'imaginaire, globalement. Et je crois que l'art, ça reste une question encore d'imaginaire. C'est-à-dire de pouvoir convoquer en soi des images de choses qui ne sont pas encore et qui demandent à être.